Imaginez dans votre discipline que vous êtes fan d'un athlète ou d'une athlète qui est le génie de sa génération, le génie de la génération précédente, quelqu'un qui a réussi, qui est acclamé par les médias, par tout votre domaine sportif, et vous vous dites, eh bien, je vais faire pareil que cette personne parce que je veux être aussi le génie ou la génie de ma génération. Donc, vous allez appliquer exactement ce que cette personne a appliqué pour arriver à son niveau. Vraiment, vous allez tout faire comme elle, et vous faites ça pendant des années, et au bout d'un moment, vous vous rendez compte, c'est bizarre, j'ai pas du tout les mêmes résultats. Où est-ce que je me suis planté? On va répondre à cette question dans cette vidéo. Les biais cognitifs sont des modèles de pensée que notre cerveau exécute de manière automatique. Ces modèles de pensée sont bien pratiques parce qu'ils permettent de réfléchir et de décider plus rapidement. Cependant, il peut aussi arriver qu'ils soient source d'erreurs. En sport, ils peuvent causer une mauvaise décision en préparation, en compétition ou à l'entraînement et provoquer la défaite, la stagnation, voire le gâchis complet de toute une saison. Parce qu'ils sont liés à notre manière de penser à tous et toutes, ces biais peuvent vous concerner, vous. Pensez que faire attention ou être rationnel suffit est le meilleur moyen pour tomber dans leurs pièges. Mais alors comment les repérer, les éviter ou au moins limiter leurs aspects négatifs? C'est exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors comment se fait-il que lorsqu'on a un héros, une héroïne en vue, on a cette envie de faire tout ce que cette personne a fait en se disant, eh bien, je vais obtenir les mêmes résultats que cette personne? Eh bien, il y a des biais cognitifs qui sont à l'œuvre, et on va parler notamment de 3 biais cognitifs. Et le premier, c'est l'effet de halo. L'effet de halo, c'est l'idée que lorsqu'on est face à une personne, on va prendre une information qui est facilement disponible et qu'on va l'utiliser pour juger d'autres caractéristiques de cette personne qui ne sont pas aussi facilement disponibles. Par exemple, je vais considérer que si cette personne est efficace dans son sport, si elle a de bons résultats, alors tout ce qu'elle fait est bien et efficace. Et ce n'est pas forcément vrai. C'est ce qu'on appelle un effet de halo. L'effet de halo a été démontré sur des choses encore plus marquantes, encore plus frappantes. Par exemple, l'idée que si on se retrouve face à une personne qui est belle physiquement, eh bien, on a plutôt tendance à postuler qu'en plus, elle est plutôt sympathique, plutôt gentille, plutôt aimable, plutôt agréable. Encore une fois, les deux ne sont pas du tout corrélés. Vous pouvez être très sympathique et absolument hideux, vous pouvez être splendide et une personne absolument désagréable. Donc l'effet de halo, c'est l'idée de prendre finalement une caractéristique qui est connue et d'en préjuger de caractéristiques qui ne sont pas connues. Et ça, cet effet de halo, il fonctionne beaucoup dans le sport. L'exemple le plus marquant pourrait être de se dire, eh bien, une personne qui est très grande et très costaud physiquement, si on la voit débarquer sur un terrain de rugby, on va se dire, bah, cette personne-là, oh là, attention, il va falloir que je fasse gaffe, à mon avis, elle va être forte. Et en fait, ce n'est pas forcément le cas, ça peut être une personne qui n'est pas du tout technique et qui a juste un physique impressionnant. Mais encore une fois, c'est un effet de halo, c'est-à-dire qu'on va préjuger de son niveau, qu'on ne connaît pas, qui n'est pas facilement déterminable, à l'aide d'informations qui sont déterminables. Donc, la première chose, c'est cet effet de halo qu'il faut combattre. C'est-à-dire, c'est pas parce que la personne que j'idolâtre a des bons résultats que forcément tout ce qu'elle fait a la même qualité. Un deuxième biais, c'est le biais dit du survivant. Le biais du survivant fonctionne de cette manière. On a un certain nombre de concurrents qui sont tous positionnés dans je dirais le même cadre de départ, c'est-à-dire c'est des débutants en démarrage de carrière sportive. Et ils vont tous faire des entraînements, tester des choses, se positionner d'un point de vue technique, physique, stratégique, etc. Et à la fin, pour analyser ce qui a fonctionné, au lieu d'analyser l'ensemble de l'échantillon, eh bien, on ne va analyser que la personne qui est au top. Donc, que le survivant, finalement, que la personne qui a réussi. Et ça, eh ben, c'est ce qu'on appelle ça fait partie de ce qu'on appelle les biais de sélection. C'est-à-dire qu'en fait, on sélectionne l'échantillon qu'on va analyser, alors qu'en réalité, l'échantillon pertinent pour l'analyse est un échantillon beaucoup plus large. Pourquoi est-ce que ça n'est pas pertinent d'étudier uniquement ce que font les personnes qui ont réussi? Eh bien, parce que ça ne permet pas de déterminer ce qui est réellement lié à la réussite ou pas. Je vais prendre un exemple. Si votre athlète favori s'est levé à 5 heures du matin pendant toute sa carrière, vous vous dites probablement, eh ben, moi aussi, il faut que je me lève à 5 heures du matin pendant toute ma carrière. Mais vous ne savez pas si tous les autres n'ont pas fait déjà la même chose,
mais que pour autant, ça n'a pas fonctionné et ça ne les a pas non plus conduits à ce niveau-là. Donc peut-être qu'en fait, il y a un certain nombre de choses que fait le survivant, que fait votre héros, mais qui ne sont pas du tout corrélées à la réussite. Et donc, il est important de ne pas s'intéresser, et on en reparlera, qu'à ce que fait le survivant, mais bien à l'ensemble de la cohorte. Enfin, troisième biais cognitif, là-dedans, il s'agit de l'erreur fondamentale d'attribution. L'idée de l'erreur fondamentale d'attribution, c'est que l'on a tendance à attribuer les conséquences positives ou négatives, mais on a tendance à attribuer une situation positive ou négative à une personne plutôt qu'à un ensemble de facteurs, c'est-à-dire à la fois la personne, son environnement, son entourage, la chance, ou voilà, un certain nombre de facteurs extérieurs. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire que, oui, peut-être que le régime ou le mode d'entraînement de votre athlète explique son succès, mais peut-être aussi qu'il ne l'explique que partiellement, et qu'ensuite, les personnes dont il s'est entouré, les personnes qu'il a rencontrées, la chance aussi, parfois il suffit d'être né un tout petit peu plus tôt, un tout petit peu plus tard, et finalement on tombe contre des concurrents qui nous éclipsent complètement. Donc finalement, cette idée de se dire que la réussite de quelqu'un n'est pas forcément que due à cette personne elle-même, mais aussi à un certain nombre de facteurs qu'elle ne maîtrise pas, ou en tout cas qui ont croisé sa route par chance, ça permet aussi de relativiser l'importance de ce héros ou de cette héroïne. Alors comment est-ce qu'on fait? Justement, si vous avez une idole, si vous avez envie de devenir le génie ou la génie de votre prochaine génération, comment est-ce que vous faites pour vous inspirer des personnes qui vous ont précédé? Pour ces trois biais, c'est-à-dire à la fois l'effet de halo, le biais du survivant et l'erreur fondamentale d'attribution, le mieux, c'est d'apprendre à sortir du focus, c'est-à-dire de ne plus se concentrer que sur votre héros, de continuer évidemment à suivre et à essayer de s'en inspirer, mais aussi d'aller regarder autour de vous, un petit peu autour sur des personnes qui n'ont peut-être pas atteint ce niveau-là, mais qui sont à votre niveau aujourd'hui, et de vous poser la question, parmi toutes ces personnes, quels sont les différents choix possibles et où est-ce que ça les a amenés? Peut-être que franchir la prochaine marche, c'est absolument, ça peut se faire en suivant les traces de votre idole, mais peut-être que aussi ça peut être une situation que n'a pas emprunté votre idole et qu'empruntent beaucoup de personnes autour de vous qui, elles, arrivent à passer le palier. Et donc, du coup, ne pas se focaliser que sur une personne, mais essayer de comprendre de manière plus générale comment fonctionne votre sport et comment agissent les athlètes autour de vous pour pouvoir progresser, c'est réussir à sortir de ces biais de focalisation finalement sur votre idole. Cela étant, continuez de garder cette inspiration, cette envie de vous dépasser et de marquer les personnes autour de vous, ou même peut-être votre sport, ou votre région, ou votre pays, ou même le monde entier. C'est important de garder cette motivation. Ce qui est important aussi, c'est juste de garder de la lucidité sur le champ des possibles. Vous l'aurez compris, les biais cognitifs sont susceptibles de miner les performances, voire même la carrière d'un athlète. C'est pourquoi il est important de mettre en place des outils concrets pour limiter leur impact négatif. Et c'est pour cette raison que j'ai créé un corpus approfondi, complet, autour des biais cognitifs et du sport. C'est un corpus qui se déroule sous forme d'études de cas, comme ce que vous venez de regarder dans cette vidéo, et qui regroupe 37 biais cognitifs autour de la préparation, la compétition, le coaching, la sélection des athlètes. Cliquez sur le lien qui se trouve en description de cette vidéo pour vous procurer ce corpus. Je vous laisse avec une vidéo susceptible de vous intéresser. Merci d'avoir regardé et à tout de suite.